Je n'aurais jamais pu imaginer que l'achat de CE Terrain changerait notre vie d'une manière aussi dramatique et terrifiante. Je m'appelle Marc et, avec ma femme Lucie, nous sommes devenus propriétaires d'un terrain qui semblait être l'affaire d'une vie. Ce n'est pas par curiosité ou par goût de l'aventure que nous avons décidé d'acheter ce terrain. C'était une nécessité. Nous cherchions un endroit où construire notre maison. Une maison où fonder notre famille, quelque chose qui soit dans les limites de notre budget. L'offre est arrivée à l'improviste. Un grand terrain, couvert d'herbes hautes et de quelques vieux arbres, pour un prix qui couvrirait à peine une voiture d'occasion. L'agent immobilier a mentionné en passant qu'il s'agissait d'un ancien cimetière, mais comme de nombreux sites anciens en France ont une histoire similaire, nous n'y avons pas prêté attention. En fait, cela ajoutait même un certain charme nostalgique à l'endroit. Ce que nous ne savions pas, c'est que certains secrets sont enterrés pour une bonne raison. Le premier soir après l'achat, nous nous sommes rendus sur le terrain avec une bouteille de vin pour fêter l'événement. Assis, sous le ciel étoilé, nous avons porté un toast à notre avenir, mais au fur et à mesure que l'obscurité s'épaississait, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas seuls. Des chuchotements presque imperceptibles semblaient danser dans la brise qui balançait les feuilles des arbres. Au début, nous avons attribué cela au vent ou aux effets du vin. Mais les chuchotements se sont transformés en mots que nous ne comprenions pas. Le sentiment d'être observé par des yeux invisibles est devenu indéniable. Cette nuit-là ne fut qu'un début. Dans les jours qui suivirent, chaque visite au domaine s'accompagna de phénomènes de plus en plus étranges et effrayants. Des ombres fugaces entre les arbres, des voix chuchotant nos noms et un sentiment de désespoir croissant, comme si la terre elle-même voulait nous voir partir. Le rêve de notre maison se transformait en cauchemar. Mais à l'époque, nous étions loin de nous douter de la noirceur de ce cauchemar. Nous avons commencé à construire notre maison avec un mélange d'enthousiasme et de nervosité, compte tenu de l'étrangeté que nous avions déjà connue sur le terrain. Cependant, nous étions déterminés à aller de l'avant. Mais dès les premiers jours, les ouvriers embauchés ont commencé à signaler des incidents étranges. Des outils ont disparu ou ont été retrouvés dans des endroits impossibles. Et des machines ont cessé de fonctionner sans explication. L'un des maçons, un homme sceptique et robuste, a juré avoir vu une silhouette spectrale l'observer de loin avant de disparaître dans la brume du matin. Au fil des jours, la situation ne fait qu'empirer. Certains ouvriers refusent de continuer, évoquant une malédiction et des esprits mécontents. Ils disent avoir vu des ombres se déplacer d'elles-mêmes et avoir entendu des voix chuchotantes qu'aucune source humaine ne pouvait produire. Un après-midi lugubre, alors que je vérifiais seul l'avancement des travaux, je suis tombé sur une série de pierres tombales brisées, à moitié enterrées sous un vieux chêne. Les noms et les dates étaient presque illisibles, mais la présence de la mort était palpable. Lucie, quant à elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise sur le sol. Elle m'a confié un soir qu'elle avait l'impression que quelqu'un la suivait lorsqu'elle se promenait sur le site. Ce sentiment n'a pas disparu, au contraire, il a semblé s'intensifier, comme si les yeux invisibles se rapprochaient de plus en plus. Les signes étaient clairs et toute personne saine d'esprit aurait renoncé à cet endroit, mais nous étions trop impliqués. Notre argent, notre rêve, tout était lié à ce terrain que nous avions acheté avec tant d'espoir. Alors, entre chuchotements et ombre, nous avons continué, essayant d'ignorer la peur grandissante qui s'installait dans nos cœurs à chaque ombre qui bougeait et à chaque voix qui résonnait dans le vent. Alors que la construction progressait lentement, j'ai décidé d'enquêter sur l'histoire du vieux cimetière, à la recherche d'une explication aux événements troublants que nous vivions. En me rendant à la mairie et en discutant avec les anciens de la ville, j'ai découvert que le terrain avait été un cimetière jusqu'au début du XXe siècle, mais qu'il avait été désaffecté
et que de nombreux corps avaient été enlevés. Cependant, certaines histoires suggèrent que tous les corps n'ont pas été transférés, ce qui explique peut-être le malaise que nous avons ressenti. Au même moment, des phénomènes encore plus étranges ont commencé à se produire à l'intérieur de la structure partiellement construite de notre future maison. Les portes, qui n'étaient pas encore équipées de serrures, claquaient bruyamment la nuit et les outils de construction se trouvaient disposés selon d'étranges schémas le matin. Une fois, je suis revenu sur le chantier après avoir oublié des documents et j'ai trouvé toutes les fenêtres ouvertes, alors que j'étais sûr de les avoir fermées. Les épisodes les plus intenses ont commencé à se concentrer autour de notre chambre temporaire où Lucie et moi passions les soirées lorsque nous devions superviser les travaux, jusqu'à une heure tardive. Au cours d'une nuit particulièrement silencieuse, nous avons été réveillés par une détonation assourdissante provenant des murs, suivie d'un chœur de voix murmurantes qui semblait se plaindre et implorer quelque chose d'incompréhensible. Nous avions l'impression que les murs eux-mêmes respiraient une vie sombre et douloureuse. Ces événements commençaient à nous épuiser, surtout Lucie, qui avait de plus en plus de mal à passer les nuits dans le parc. Elle disait que lorsqu'elle fermait les yeux, elle voyait des visages déformés se former dans l'obscurité, des visages qui n'appartenaient pas à ce monde et qui murmuraient de terribles secrets directement dans son âme. Chaque matin, nous étions de plus en plus épuisés et craintifs, et nous remettions en question notre décision d'entreprendre ce projet. Une nuit, la tension qui montait a atteint un sommet que nous n'aurions jamais pu prévoir. Je dormais d'un sommeil agité lorsque j'ai été brusquement réveillé par une pression glacée sur ma poitrine. En ouvrant les yeux, j'ai vu la silhouette d'une femme voilée au pied de mon lit. Elle était presque translucide, éclairée par la pâle lueur de la lune qui passait par la fenêtre. 6 yeux, bien que vaguement visibles, semblaient fixés sur moi, remplis d'un désespoir qui s'étendait sur des décennies, peut-être des siècles. En un instant, elle disparut, laissant derrière elle une traînée d'air froid et un sentiment de profonde désolation. Dans les jours qui suivirent, ces apparitions devinrent plus fréquentes et ne se limitèrent plus aux nuits. Des cauchemars ont troublé notre sommeil, nous montrant des visions de personnes suppliant d'être libérées ou cherchant à se venger d'avoir été oubliées dans les limbes entre ce monde et l'autre. Lucie et moi avons commencé à faire des recherches sur les familles qui avaient été enterrées dans le vieux cimetière. Dans une vieille boîte du grenier de la mairie, nous avons trouvé une photographie défraîchie montrant une famille à l'expression sévère, vêtue d'une tenue funéraire du début du siècle. Intrigués et tourmentés par ces découvertes, nous avons cherché à comprendre l'histoire de ces âmes perdues. Nous avons découvert que la famille sur la photo était les Charpentier, des propriétaires terriens influents de la région dont les membres avaient été enterrés dans le cimetière avant qu'une partie de celui-ci ne soit enlevée. Les archives suggèrent que tous les restes de la famille n'ont pas été déplacés. Une information qui commence à prendre tout son sens face au phénomène que nous vivons. Pendant ce temps, la maison presque achevée semblait animée d'une sombre énergie. Nous pouvions entendre des pas dans les couloirs vides et des objets personnels étaient souvent trouvés hors de leur place. Chaque coin sombre semblait chuchoter des secrets et chaque miroir reflétait des mouvements qui ne devraient pas être là. La peur grandissait chaque jour, alimentée par les images et les sons qui envahissaient notre existence, nous forçant à faire face à la réalité. Quelque chose qui dépassait notre entendement se passait là. Au fil des semaines et des mois, les phénomènes paranormaux dans notre nouvelle maison ont non seulement persisté, mais se sont intensifiés. Une nuit de pleine lune, alors que nous essayions de nous reposer, les cris ont commencé. Ils étaient si forts et si désespérés qu'ils semblaient provenir de l'intérieur même des murs. Lucie et moi nous sommes accrochés l'une à l'autre
écoutant ces cris torturés qui résonnaient dans la maison, augmentant notre sentiment d'impuissance. Au milieu de notre désespoir grandissant, j'ai trouvé un vieux journal intime caché dans le grenier. Les pages jaunies contenaient des récits de sombres rituels qui avaient été pratiqués sur le terrain. Au fur et à mesure de ma lecture, une horrible prise de conscience s'est faite. Le terrain sur lequel nous avions construit notre maison n'était pas seulement un cimetière, mais aussi un lieu de pratique occulte et peut-être de sacrifice qui liait les âmes troublées à ce site, les empêchant de trouver la paix. Poussés par un mélange de terreur et de désespoir, nous avons décidé d'essayer d'entrer en contact direct avec les esprits. Nous avons acheté une vieille planche Ouija chez un antiquaire et par une nuit d'orage, nous nous sommes placés autour d'elle, dans l'espoir de pouvoir offrir une forme de soulagement aux âmes prisonnières. Les lumières clignotaient tandis que la planchette bougeait frénétiquement, épelant des messages qui parlaient de trahison et de souffrance. Libéré, douleur, vengeance, les mots apparaissaient les uns après les autres, jusqu'à ce que le vent semble déchirer la maison, soufflant toutes les bougies. Ce contact ne fit qu'exaspérer davantage les esprits. L'activité paranormale s'est intensifiée. Des vitres ont été brisées sans raison. Des portraits de famille ont été retrouvés tournés vers le mur, et le sentiment d'être observé est devenu constant. Un matin, nous nous sommes réveillés en entendant nos noms chuchoter au pied du lit. En allumant la lumière, j'ai vu des empreintes de mains ensanglantées sur les murs, qui ont disparu sous nos yeux, nous laissant avec plus de questions que de réponses. La présence des esprits n'était plus une simple insinuation, c'était une menace palpable qui vivait avec nous. Notre maison, qui devait être notre refuge, était devenue une prison hantée par des âmes qui ne connaissaient pas la paix. Au fil du temps, Lucie et moi nous sommes retrouvés de plus en plus isolés. Les amis et la famille qui nous rendaient visite évitaient désormais notre maison, certains par peur, d'autres parce qu'ils ne croyaient pas vraiment aux histoires que nous racontions. L'isolement ne nous a laissé que l'une à l'autre pour nous confier et partager nos craintes croissantes. Cet isolement n'a fait qu'amplifier la paranoïa qui s'était installée dans nos esprits, alimentée par la persistance de phénomènes inexpliqués. L'instabilité électrique devenant un événement quotidien, les lumières vacillaient ou tombaient en panne fréquemment, plongeant notre maison dans l'obscurité sans avertissement. L'une de ces nuits, alors que j'essayais de rétablir le courant, j'ai senti une présence derrière moi. En me retournant, je n'ai rien vu, mais l'air était chargé d'une électricité statique qui m'a donné des frissons. Lucie, elle, a commencé à éviter les miroirs, disant qu'elle y voyait parfois plus que son reflet, des silhouettes déformées qui lui faisaient des clins d'œil, des sourires tordus. Un matin, après une nuit particulièrement tumultueuse de bruit et de chuchotements, j'ai trouvé Lucie dans la cuisine, pâle et secouée. Elle avait vu un visage la regarder par la fenêtre du salon, un visage qui n'appartenait ni à un voisin, ni à une personne vivante. Cette vision l'a tellement perturbée qu'elle a commencé à douter de sa propre santé mentale, se demandant si ce que nous vivions était réel ou le fruit de notre imagination collective. Les empreintes de mains ensanglantées sur les murs sont devenues un phénomène récurrent, apparaissant et disparaissant au hasard, nous laissant toujours mal à l'aise et effrayés. Chaque nouvelle apparition de C.S. Mark était comme une signature laissée par les esprits, un rappel constant que nous n'étions pas seuls et que les entités avec lesquelles nous partagions notre maison n'étaient pas amicales. Cette atmosphère de terreur constante a commencé à nous épuiser physiquement et émotionnellement, faisant de chaque jour une lutte pour garder la raison et l'espoir de trouver une solution à notre tourment. Au fil des jours, la frontière entre la réalité et les hallucinations s'est estompée. Lucie et moi étions constamment au bord de l'épuisement, réveillés par des voix qui nous appelaient depuis des coins sombres de la maison, ou par des rires froids et déformés qui semblaient se moquer de notre désespoir. Ces expériences s'accompagnaient de visions de plus en plus troublantes,
Des silhouettes obscures nous observaient au bout des couloirs ou passaient rapidement par les portes, ne laissant qu'une traînée d'air froid et un sentiment d'effroi. Au cours d'une nuit particulièrement intense, la maison a semblé se remplir d'une présence oppressante, presque palpable. L'air était si épais que chaque respiration devenait un effort. Assis dans le salon, la seule lumière de quelques bougies éclairant nos visages fatigués, nous avons regardé ensemble l'ombre d'une grande silhouette se dessiner sur le mur. Cette ombre n'avait pas de source évidente et, tandis que nous la regardions, elle semblait grandir et rétrécir comme si elle respirait. Lucie, qui me regardait avec de grands yeux effrayés, me murmura qu'il était peut-être temps de quitter la maison. Mais où irions-nous ? Toute notre vie était investie là. Les jours suivants, les phénomènes sont devenus plus violents et plus personnels. Des objets ont commencé à être projetés dans les pièces par des forces invisibles, et les tableaux accrochés au mur se sont souvent retrouvés à l'envers. Un matin, je me suis réveillé en entendant un bruit de gouttes d'eau dans le couloir. En enquêtant, j'ai découvert qu'il s'agissait de sang qui s'écoulait lentement du plafond et disparaissait dès que j'essayais de l'essuyer. Ce tous événements bizarres et effrayants ne laissaient guère de place au doute. Quelque chose de maléfique nous avait pris au piège dans cette maison. Le point culminant de ces terreurs s'est produit lors d'un orage féroce, dont le tonnerre semblait faire écho aux explosions d'horreur à l'intérieur de notre propre maison. Alors que le vent hurlait autour du bâtiment, une terrible révélation nous est apparue dans un moment de clarté obsédante. Le miroir du couloir, que Lucie craignait tant, commença à montrer non seulement nos reflets, mais une série d'images déformées, montrant des scènes de violence et de désespoir qui semblaient s'être déroulées des décennies auparavant, sur le sol même sur lequel notre maison était construite. C'était un terrible aperçu du sombre passé que nous avions perturbé en construisant notre maison. Alors que l'orage grondait à l'extérieur, j'ai décidé que nous devions comprendre pleinement ce que ce vieux journal révélait vraiment au sujet de la Terre. Les pages parlaient d'un massacre oublié qui avait eu lieu à cet endroit, une histoire de violence et de trahison impliquant la vieille famille Charpentier, dont les membres étaient enterrés dans le cimetière. Le journal raconte comment des rivalités internes et des querelles d'héritage ont abouti à un bain de sang avec plusieurs morts violentes qui, selon la rumeur, n'ont jamais été vengées ou résolues. Poussés par cette sinistre découverte, Lucie et moi avons décidé d'approfondir notre enquête. Par une matinée froide et brumeuse, munie de pelles et de gants, nous avons commencé à creuser sur le site que le journal décrivait avec des détails macabres. Le sol humide résiste, comme s'il ne voulait pas révéler ses secrets les plus sombres. Après des heures d'efforts physiques et émotionnels, nos pelles ont heurté quelque chose de dur. Les mains tremblantes, nous avons déterré les restes d'un squelette, manifestement humain, qui gisait là depuis des décennies. La découverte de ces restes a semblé attiser encore plus les esprits troublés. Cette nuit-là, la maison semblait assiégée par une tempête d'activité surnaturelle encore plus violente. Des bruits de coups et de griffures provenaient de tous les murs et les cris plaintifs de voix non humaines emplissaient tous les coins. Nous pouvions à peine bouger, paralysés par la peur, tandis que des silhouettes spectrales commençaient à se matérialiser dans les couloirs, nous regardant avec des yeux pleins de souffrance et de colère. Épuisés et désespérés, nous avons pris la décision d'essayer d'apaiser les esprits. Le lendemain, avec les restes que nous avions trouvés, nous avons organisé une cérémonie de réinhumation. Nous avons prié pour la paix et le pardon, offert des fleurs et des bougies pour tenter d'offrir un peu de répit aux âmes si brutalement perturbées. Lorsque les cendres des bougies se sont mélangées à la terre humide, un silence inattendu s'est abattu sur la propriété. Pendant un bref instant, il a semblé que nous étions peut-être parvenus à une sorte de réconciliation, mais la paix a été de courte durée. Ce soir-là, alors que les dernières lueurs du jour s'éteignaient, une secousse a ébranlé la maison, non pas causée par une tempête naturelle,
mais comme si quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus puissant avait été libéré ou réveillé par notre tentative d'intervention dans le passé. Les chuchotements et les ombres sont revenus, plus intenses que jamais, comme si le sol lui-même se rebellait contre notre présence. Après la secousse qui a ébranlé notre maison, l'intensité des phénomènes paranormaux a atteint un nouveau niveau, montrant clairement que toute tentative de notre part d'apaiser les esprits avait échoué, ou pire, que nous avions peut-être intensifié leur agitation. Les jours suivants, les manifestations sont devenues plus physiques et plus agressives. J'ai moi-même été attaqué par une force invisible, alors que je vérifiais les dégâts causés à la structure de la maison. Sans crier gare, j'ai été projeté contre le mur du couloir, sentant des mains glacées me serrer le cou avec une force surnaturelle, avant de me relâcher brusquement. Lucie, de son côté, devenait de plus en plus recluse et effrayée. Un matin, elle me confia qu'elle avait vu l'esprit d'un enfant pleurer dans le coin de sa chambre la nuit précédente. L'apparition, dit-elle, ne semblait pas malveillante, mais profondément triste et perdue. Cette vision a profondément affecté Lucie, car elle a senti que, malgré notre terreur, ces âmes perdues souffraient encore plus, piégées éternellement sur une terre qui ne leur offrait aucun repos. Chaque jour qui passait, il devenait évident que notre vie dans cette maison était insupportable. La peur constante et la pression psychologique ont commencé à détériorer notre santé et notre relation. Nous nous disputions souvent, non pas sur ce qu'il fallait faire, mais sur la façon dont nous avions pu ignorer tant de signes. Nous étions pris au piège, physiquement et émotionnellement, dans un endroit que nous avions choisi comme notre maison, mais qui s'est avéré être un champ de bataille entre le monde des vivants et celui des morts. Dans nos moments les plus désespérés, nous nous demandions s'il y avait une issue. Devrions-nous tout abandonner, laisser derrière nous l'investissement et les rêves que nous avions pour cette maison? Mais à chaque fois que nous envisagions cette option, quelque chose nous arrêtait. C'était comme si les murs eux-mêmes nous empêchaient de partir, un sentiment d'être pris dans des toiles invisibles qui ne nous permettaient pas de quitter la propriété. Notre situation, devenant de plus en plus intenable, Lucie et moi avons décidé de faire un dernier effort pour tenter de purifier la maison et peut-être libérer les âmes piégées et nous-mêmes de ce tourment. Nous avons consulté des experts en activités paranormales et rassemblé toutes les informations possibles sur les rituels de purification. Par une nuit claire, mais avec un air lourd d'attente, nous avons préparé l'intérieur de la maison avec du sel-gemme et des bougies, en récitant des prières et en invoquant la paix pour les esprits troublés. Pendant le rituel, un orage inattendu a commencé à se former, comme si le ciel reflétait notre agitation intérieure. Alors que nous poursuivions les récitations et que nous brûlions des herbes sacrées, la structure de la maison s'est mise à trembler violemment, non pas à cause du vent ou de la pluie, mais à cause d'une force qui semblait émaner du sol lui-même. Des craquements mêlés à des cris déformés et à des gémissements profonds emplissaient l'air, faisant monter la tension à un niveau presque insupportable. Au plus fort du rituel, alors que les murs vibraient et que les objets tombaient des étagères, les cris et les plaintes s'intensifiaient, comme si une bataille se déroulait sur le plan spirituel. Lucie et moi nous sommes serrés l'une contre l'autre, sentant les vagues d'énergie nous traverser, certaines froides, d'autres brûlantes comme le feu. C'était comme si nous étions au centre d'un ouragan, entourés de voix et de forces qui luttaient pour être entendues et libérées. À la fin du rituel, la tempête s'est soudainement calmée et un profond silence s'est installé dans la maison. Épuisés et encore secoués par l'adrénaline, nous avons regardé autour de nous, espérant voir un changement, un signe que ce que nous avions fait avait changé quelque chose. Mais la maison semblait vide, comme si tout ce qui lui donnait vie avait été aspiré. Les jours suivants, nous n'avons plus entendu de voix ni vu d'ombre. Cependant, le sentiment de tristesse et de perte restait lourd dans l'air. Lucie et moi savions que nous ne pouvions pas rester là plus longtemps. Nous avons disparu de la scène,
laissant la maison derrière nous, abandonnée. Les échos de ceux qui réclamaient la libération se sont tus, ou peut-être nous ont-ils simplement quittés parce qu'ils étaient aussi fatigués que nous. L'histoire se termine avec la maison qui reste là, une coquille vide, résonnant des fantômes du passé qui ne trouveront peut-être jamais la paix.